Et salut tout le monde, c'est Slypoxnip et on se retrouve pour un nouvel épisode de Saga. Pour aujourd'hui, je vais vous parler de deux one-shots si je puis dire. Oui, car on va aborder cette fois-ci des œuvres de Hideaki Sorachi, qui est, je le rappelle, l'auteur de Gintama, un de mes mangas préférés de toute la création, rien que ça. Et donc avant de réaliser une vidéo sur l'œuvre un tout petit peu longue, quand même, qu'est Gintama, va se pencher sur les one-shots qui me lançaient son auteur dans le milieu. Donc aujourd'hui on va parler de Dandelion et Shirokuro qui sont parus dans le Jump en 2002 et ont rencontré un plutôt grand succès à l'époque. Les deux histoires sont disponibles respectivement à la fin des tomes 1 et 2 de Gintama, c'est-à-dire comme ça je les ai découverts parce qu'on n'en parle plus trop aujourd'hui. Les deux œuvres sont assez courtes, donc j'ai décidé de parler des deux dans la même vidéo. Plus de ça, elles présentent pas mal de similarités, vous allez voir, donc ça tombe bien quand même. Bon, commençons par Dandelion. L'histoire s'ouvre sur un vieux poursuivi par deux individus à vélo. Bon, déjà il est plutôt chaud quand même, regardez, voilà comment il est distance, l'enculé. On apprend vite que les deux personnes à vélo s'appellent Tetsuo et Misaki, et ils font partie du Tanpopo Gumi, une unité composée d'anges et dont le rôle est d'envoyer les morts récalcitrants au paradis. Donc, le vieux mollet blindé du début Mon mollet, il est blindé là. est donc visiblement mort mais s'obstine à rester ici-bas sous forme de spectre. Ce vieux, pour préserver son anonymat, nous l'appellerons Géraldine. Non, en fait, il a un nom de manière. Il s'appelle Harukichi, en fait, voilà. Et il explique aux deux anges qu'il ne veut pas partir avant de s'être réconcilié avec sa femme. Car en effet, la dernière interaction qu'ils avaient eue avant sa mort était une dispute. Harukichi avait commis l'impardonnable en mangeant le flan que sa femme avait laissé au frigo. Qu'est-ce que tu fais? C'est totalement interdit. Non, ok, c'est vrai que c'est horrible. Légèrement, rien que le fait d'en parler, ça me donne la chair de poule. Donc les anges acceptent, bizarrement, et Harukichi les conduit à sa femme. Seul problème, elle est vivante et peut donc pas communiquer avec les morts. Oh, ouais, ils avaient pas pensé à ça. Misaki fait une formule plutôt douteuse pour faire sortir l'âme de la vieille. Et là, bon, ça part en couille, un esprit random sort de son corps, puis on voit plus loin l'esprit de la vieille qui se fait salement courser par d'autres anges. Misaki dégage des autres anges de manière tout à fait légale, puis rattrape la vieille femme. C'est le moment pour les excuses. Harukichi et sa femme sont face à face. Elle lui dit finalement que l'on ne peut pas choisir la façon dont on meurt, mais notre vie, elle, nous le pouvons. C'est pourquoi la dernière impression ou dispute avant la mort lui importait peu. Leurs 50 ans de vie commune étaient heureux et rien ne pourrait y changer. Apaisé, l'âme de Harukichi peut partir, paisiblement. Bon, nous sans faire sa tsundere au passage. Non, j'abuse, ce moment il est émouvant quoi, bon. Bon. Mission accomplie pour Tetsuo et Misaki, qui ramènent l'âme de la vieille dans son corps. Ce sont sur ces sages paroles que l'histoire se termine. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est surtout Dandelion qui a remporté du succès et permis à Sorachi de continuer dans le job. Les thèmes abordés ici, on les retrouvera à plusieurs reprises dans les autres travaux de Sorachi. Cette histoire courte nous parle de la mort, son acceptation et de la vision qu'en ont les gens. Et par la même occasion brise un peu ce mythe, ou du moins l'idée qu'on a souvent dans les œuvres de fiction, de l'adieu, des derniers moments d'une personne qui sont entre guillemets glorifiés, mis en scène et importants. Cependant ici je trouve la morale de l'histoire assez intéressante. Les petits moments de discorde qu'on peut si l'on regarde vraiment en amour ou en amitié. Tant que notre vie nous plaît, on s'en fout littéralement de la dernière dispute, ou de la façon de mourir. Voilà, on en pense ce qu'on veut, mais personnellement cette opinion me plaît plutôt bien, voilà. On remarque également que nos deux anges n'ont rien de conventionnel, ni dans leur tenue et encore moins dans leur méthode. C'est tout simplement parce que cette œuvre présente une forme de critique de la religion, ou plutôt de la ferveur exagérée qu'ont certaines personnes pour gagner leur place au paradis. C'est surtout ces quelques lignes au début qui le prouvent. Alors voilà, vous pouvez lire, mettez-vous bien, y a pas de problème, on est là, on est entre nous. Voilà. Mais gardons cette citation. Si on se fait leurrer par les affabulations des bombs, autant être leurré par ses propres rêves. Bon, ça nous parle aussi des rêves, voilà. Un petit peu d'esprit shonen, ça fait pas de mal. Évidemment, c'est un message qui s'applique à toutes les religions, pas de discrimination non plus. Et c'est donc pour ça que l'auteur se sert d'éléments semi-folkloriques des anges et des esprits, pour les rattacher au monde réel. Ce qui compterait le plus, c'est notre passage sur cette terre, alors pourquoi s'épuiser à rechercher ce qui est incertain? Ces préoccupations très terre à terre sont au cœur de l'œuvre de Sorachi en général. On les retrouve énormément dans Gintama. Elles sont appuyées par les dialogues particulièrement travaillés. On y reviendra plus tard dans la vidéo. Pour finir avec cette petite analyse, je vais vous montrer un extrait de Gintama représentant l'esprit de Sorachi. Vous allez voir qu'il illustre bien le message de Dandelion. Classe, hein. J'ai un mal. Sur ce, passons au deuxième one-shot, Shirokuro, ou Noir et Blanc en français. Suite à Dandelion, Sorachi avait tenté de commencer une série, Sam Rider,
Malheureusement, le projet est tombé à l'eau car il ne plaisait pas aux responsables éditoriales. Hein, voilà. Notre mauvais Hideaki a dû, comme toujours, s'en sortir et accoucher de ce one-shot. Moi, je les ai transpercés. Avant de, quelques mois plus tard, lancer Gintama. Donc ici, l'héroïne s'appelle Tomiko. Et son boulot, c'est visiblement d'être une sorcière. Hein. La sorcière! Non, mais c'est vrai, regardez, les gens ils viennent la voir pour qu'elle maudisse les personnes qu'ils souhaitent. Moi j'appelle ça de la magie noire, perso. Pourquoi es-tu méchant? Un jour après le travail, elle rencontre une corneille, qui commence par lui chier dessus. Je leur pisse au cul. Bon, pas très aimable tout de même, mais passons. Puis cette corneille prend forme humaine. C'est en fait un Majin, un être surnaturel, ni homme ni fantôme, répondant au nom de Yamamoto. Il dit à Karaba d'arrêter son business car ça bouscule l'ordre des choses. En effet, les humains ne doivent pas trop se rapprocher des ténèbres, et inversement. Tomiko refuse, et donc Yamamoto l'assomme. Méthode simple, efficace, on raconte. Elle se réveille le lendemain, pensant que tout ça n'était qu'un rêve, mais quelle ne fut sa surprise quand elle aperçoit que son père sympathisait avec Yama. On va l'appeler Yama, comme ça ira plus vite. Hein. Sous la pression de Yama et de son père, bombs de son état, Tomiko accepte de stopper ses activités un peu trop brusques. Loulou, un peu brosson, berserk, hein. Au début c'est pas facile, car vu la renommée de Tomiko, des clients arrivent encore des quatre coins du pays, mais la chose finit par se calmer. Puis l'anniversaire de Tomiko arrive. Yama vit toujours avec elle et son père, tel le gros squatter qu'il est. Une dispute éclate et on apprend que l'anniversaire de Tomiko lui rappelle les longues absences de sa mère durant son enfance. En effet, sa mère était une exorciste très connue, et étant en permanence en déplacement, si bien qu'elle ne voyait jamais sa fille, même pour son anniversaire. Justement, c'est un de ces jours qu'elle rentra à la maison, ignora totalement sa fille et partit se coucher. Elle mourut d'épuisement après. Cet épisode douloureux laissa une grande rancœur chez Tomiko. Tandis qu'elle parlait de ça avec Yama, un groupe de racailles japonaises, parce que oui, les racailles japonaises c'est un archétype, attaque le temple car Yama leur avait roulé dessus quelques jours auparavant. Au milieu de la débandade, d'énormes racines se dressent. Oui, il s'en passe des choses hein, ici. L'arbre dont se servait Tomiko pour maudire les gens avait senti une telle concentration de colère en même endroit qu'il s'était réveillé pour dévorer tout le monde. Au même moment, Tomiko se sert de toute sa haine emmagasinée jusque-là pour se libérer. Et avec Yama, il triomphe de l'arbre maléfique. Tout est fini. Tomiko a affronté sa part d'ombre et a pu s'en sortir sans malédiction. S'ensuit une happy end un peu surprise puisque l'on découvre que Yama reste finalement vivre au temple avec tout le monde. Cette histoire est un peu plus longue que le premier one-shot, et pour cause elle comporte un peu plus de péripéties. Alors on retiendra toujours l'habitude de Sorachi de traiter ses histoires avec une petite pointe d'humour. Même si avec lui c'est plutôt un pic, un cap, que dis-je c'est une péninsule. Le moment un peu absurde, comme le père qui perd sa moumoute en plein dans le combat final ou l'esprit légendaire qui squatte la maison et gratte la bouffe, c'est toujours appréciable. On retrouve également l'opposition de lumière-obscurité dans ce récit, d'où le titre noir et blanc. Bon, c'est pas dur à comprendre, hein. D'autant qu'il y a aussi El Famoso, fou noir quand Tomiko doit affronter sa part d'ombre. On a aussi la métaphore de Yama, c'est-à-dire la lumière au bout du tunnel. Notre héroïne ne peut y accéder qu'en traversant l'ombre. L'histoire présente des thèmes plus abstraits, pas vraiment le bien et le mal, mais plutôt notre équilibre personnel. D'ailleurs, notre esprit le dit très bien. Ça ne sert à rien de maudire ce qu'il y a de mauvais en nous, et à contrario, d'essayer de l'ignorer. C'est en vivant avec les deux qu'on a produit une existence intéressante, toujours avec la métaphore du blanc et du noir d'ailleurs. Encore une fois, Sorachi se sert d'éléments du folklore japonais, que je trouve très intéressant par ailleurs, pour aborder des sujets très universels et humains. Évidemment que si nous haïssons notre part d'ombre, il n'y a pas de corneille qui viendra nous chier à la gueule et des arbres du bois du coin ne vont pas nous bouffer non plus. Hein. Une habile utilisation des mythes en somme. Au final, dans ces deux histoires courtes, le thème de la mort et du monde des esprits est beaucoup représenté. Un thème récurrent que l'on reverra dans Gintama avec l'arc des Onmyoji par exemple, ou l'arc Intaro. Dans ces deux one-shots, fait un peu en panique afin de garder sa place dans le jump, se cachent les débuts d'un auteur qui prend ses marques. En général, ces œuvres peuvent être cool si vous voulez avoir un avant-goût de ce que peut produire Hideaki Sorachi. Il nous apporte ainsi sa vision particulière de la vie, optimiste mais pas utopiste non plus. Des préoccupations très cartésiennes, alors non pas ce genre-là, hein, qui sont appuyées par un talent que ce gars a pour le dialogue, je trouve. Les personnages ils parlent pas juste pour décrire l'action ou autre, ils sont vraiment assez étoffés. Bien sûr, vous pouvez ne pas être d'accord avec les propos de l'auteur, hein, évidemment, mais du coup n'hésitez pas à en parler en commentaire, on se donnera RDV pour ce castagne, Aïe aïe aïe. ou alors vous envoyez un truc du genre « La religion et l'obscurantisme, je ne crois qu'en la science supérieure, les 5 de moyenne en physique-chimie ». Bon non, plus sérieusement, si ces deux one-shots vous intéressent, vous pouvez tout simplement acheter les tomes 1 et 2 de Gintama. Putain, cette technique de propagande est efficace. Ou alors les trouver en scan très facilement. Mais n'oubliez jamais que Dieu vous regarde et vous juge quand vous faites ça. Punissons les mécréants. Bon non, je fais pareil. Dans tous les cas, j'espère vous avoir fait découvrir quelque chose aujourd'hui les gosses. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à suivre notre page Twitter si la vidéo vous a plu. C'était Slayboxnip. Ciao.
Bah, c'est tout de même pas ma faute si j'ai un gros sexe.